Pour conclure ce chapitre 4, nous allons faire ensemble un exercice corrigé. Un exercice dans lequel il n'y aura pas d'inductance. Alors vous allez voir qu'il y a tout de même un rapport avec le chapitre 4, mais c'est aussi un exercice qui est relatif à la résolution des circuits par les lois de Kirchhoff. Donc en réalité, ici, on va mettre une première cellule RC qui est alimentée par un générateur ou une source de tension VE, et puis on connecte derrière une deuxième cellule RC identique. Voilà, donc ici, on va mettre en évidence l'équation différentielle qui est obtenue en résolvant les équations de Kirchhoff, par la méthode générale de Kirchhoff, et vous allez voir qu'on obtient une équation différentielle qui nous est déjà familière. Alors en fait, il faut appliquer les lois de Kirchhoff. Pour ce faire, il faut appeler I1 le courant qui circule dans le générateur, I2 le courant qui circule dans la deuxième cellule, et I3 le courant qui circule dans le condensateur au centre. Donc, on peut noter R fois I1 en convention récepteur la tension au bord de la première résistance à gauche, R fois I2 en convention récepteur toujours la tension au bord de la résistance R à droite. On appelle US la tension au bord du condensateur à l'extrême droite, c'est ce qui est considéré comme étant la tension de sortie, et on appelle U la tension aux bornes du condensateur là au centre. Et puis là, ici en jaune, j'encadre en fait la maille donc, qui part du point jaune à l'extrémité gauche en bas et qui trace une maille ou qui définit une maille, mais la maille qui est dite externe parce qu'elle passe par les éléments extrêmes du montage. Donc en jaune, là, j'ai dessiné la maille externe dans laquelle les tensions en jeu sont VE, R fois I1, R fois I2 et US. Alors on l'écrit sous la forme membre de gauche égale membre de droite, et non pas somme de toutes les différences de potentiel égale 0. C'est la variante avec laquelle nous avons travaillé déjà depuis le chapitre 2. Donc VE est égal à RI1 plus RI2 plus US, les trois tensions en rouge qui sont égales à VE. Et puis maintenant, il nous faut une deuxième loi d'émail pour obtenir une deuxième équation, puisque selon la méthode que nous avons vue ensemble, il faut ici trois équations pour les trois inconnus, I1, I2 et I3. Donc en fait, on va utiliser la maille interne, en fait la verte, qui est donc la maille de droite. Et pour cette maille interne, on peut mettre un membre de gauche, c'est U, qui est égal à RI2 plus US. Donc c'est de nouveau une loi des mailles écrite sous forme euh, membre de gauche égale membre de droite. Et enfin, la dernière équation, qui complète l'ensemble des trois équations pour les trois inconnus, c'est évidemment la loi des nœuds. I1 est égal à I2 plus I3. Et I2, ma foi, c'est la tension qui circule aussi dans le condensateur de droite, donc c'est C DUS sur DT. Et I3 circule dans le condensateur central, donc I3 c'est égal à C fois DU sur DT. Voilà donc un peu toutes les informations que nous pouvons écrire sur ce circuit. Donc on appelle ça, donc les trois équations, on les note 1, 2 et a priori et 3. 1, 2 et 3, même si la loi des nœuds, là je ne la numérote pas, mais peu importe. Et donc on va réécrire l'équation 1 de la façon suivante. Donc VE est égal à alors R, alors I1 ici, on l'explicite moyennant la troisième équation. Donc ça fait RC DUS sur DT plus RC DU sur DT. On a remplacé I1 dans l'équation 1 par la troisième équation. Ensuite, on a plus R fois I2. Alors I2, c'est C DUS sur DT. Et puis encore, plus US, c'est équivalent à l'équation 1. Alors évidemment, on n'a pas fini pour autant, parce que dans cette égalité-là, il y a deux tensions, US, ça on est content, parce qu'on veut une équation différentielle qui porte sur US, mais il y a aussi encore DU sur DT qu'il faut éliminer. Mais d'abord, on réécrit l'équation 1. Vous voyez que
on trouve VE égale 2 fois RC DUS sur DT, plus RC DU sur DT, plus US. Pour déterminer DU sur DT, on va partir de l'équation numéro 2, qui s'écrit, qu'on réécrit de la page précédente, U égale à RI2 plus US. C'était la loi des mailles appliquée à la maille verte. Donc, cette équation, il faut la dériver. Enfin, d'abord, on remplace I2 par C DUS sur DT. Donc, ça fait U égale à RC DUS sur DT plus US. Et maintenant, puisque dans l'équation 1, il y a du DU sur DT, on va dériver cette équation 2. Et on obtient DU sur DT est égal à RC D2US sur DT2. Là, on voit apparaître une dérivée d'ordre 2 plus DUS sur DT. On peut à présent remplacer ce DU sur DT qu'on vient de calculer dans l'équation 1 de l'écran précédent. Et on obtient VE est égal à 2RC DUS sur DT plus RC DU sur DT plus US. Ça, c'est simplement la recopie de l'écran précédent pour l'avoir sous les yeux. Et ce DU sur DT, ben, on l'a calculé de l'équation 2. Donc on va maintenant remplacer. Bien sûr, c'est un peu calculatoire, mais il n'y a rien de particulièrement difficile du point de vue technique. Simplement, vous voyez apparaître RC, le tout au carré, fois D2US, fois D2US sur DT2, plus RC fois DUS sur DT, et encore plus US. Alors, on rassemble tout ce qui peut l'être, et on obtient finalement VE égale. Alors, vous voyez que quand vous ramenez tout ce qui est relatif à US et ses dérivés, vous mettez ça sous forme canonique avec, dans l'ordre, la dérivée d'ordre la plus importante, et ainsi de suite. Vous obtenez finalement RC carré D2US sur DT2, plus 3 RC DUS sur DT, plus US. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? En fait, en général, dans les équations différentielles, on met plutôt à gauche tout ce qui est relatif à la fonction cherchée et à ses dérivés, comme on l'a fait dans la forme canonique. Et puis, la forme canonique aussi, c'est que le terme de dérivée la plus importante, il a un coefficient 1. Ça veut dire qu'ici, on dérive les deux membres de l'équation précédente par RC au carré, et on obtient in fine D2 US sur DT2, plus 3 sur RC DUS sur DT, plus US sur R carré C carré est égal à VE sur RC au carré. Alors, on obtient bien une équation différentielle du second ordre, exactement comme pour un circuit RLC, et il nous reste à identifier les éléments canoniques, oméga 0 et Q, à cette équation différentielle que j'ai encadrée en bleu, ou vert, je ne sais plus, qui est établie sur la base des équations de Kirchhoff, enfin des lois de Kirchhoff du circuit. Donc on a oméga 0 carré qui est égal à 1 sur R carré C carré. Ça fait oméga 0 égale à 1 sur RC, exactement comme pour la cellule RC du premier ordre. Et alors là, intéressant, on va aussi obtenir donc la valeur de Q. Oméga 0 sur Q est égal à 3 sur RC. Par identification de l'équation canonique à l'équation qu'on vient d'établir ensemble sur l'écran précédent. Donc ça veut dire que Q, en fait, est égal à 1 tiers, puisque oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc finalement, Q égale 1 tiers. Ça veut dire que ce circuit-là, finalement, quel que soit RC, conduit effectivement à un circuit du second ordre, mais avec un facteur de qualité Q qui est inférieur à 1,5.
C'est-à-dire que ce circuit, il ne peut pas avoir un comportement pseudo-oscillatoire, c'est impossible, parce que Q vaut 1/3, quelles que soient les valeurs de résistance R et C. Donc on a bien une équation différentielle du second ordre, comme pour un circuit RLC, à coefficient constant, hein, et donc c'est là. Il va être traité par la théorie générale des équations différentielles du second ordre. En revanche, vous pouvez être certain qu'il n'est jamais pseudo-périodique, parce que son facteur de qualité Q vaut 1/3, et par conséquent, on a toujours un régime apériodique, mais qui tombe sous le coup de la résolution générale que nous avons vue dans les vidéos au début du chapitre.